Hebdo, Éric Bataillon. Bonjour, le Liban est secoué depuis plusieurs mois par une crise sociale, la crise des poubelles. Mais au-delà de cette question de vie quotidienne, face à l'arrivée massive de migrants syriens et en raison de la paralysie de la vie politique intérieure, c'est un pays tout entier qui s'interroge sur lui-même, sur son fonctionnement, sur ses rapports avec ses voisins et son devenir en tant que nation. Le mouvement protestataire est pour le moment hors des partis et des organisations politiques ou confessionnelles. Il ressemble beaucoup à Podemos en Espagne, nous dira l'ancien ministre du Travail Charbel Nahas, qui le soutient et qui parle sans langue de bois de la situation politique de son pays. À suivre également la revue de presse, regard croisé sur Israël et le monde arabe, avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire. Orient Hebdo sur RFI. Le Liban fait toujours face à une crise sans précédent que l'on appelle la crise des poubelles. À l'origine de ce mouvement, la fermeture à la mi-juillet d'une des principales décharges qui dessert la capitale Beyrouth. Ce n'est pas la première fois qu'une telle crise éclate dans le pays, mais cette fois, cette crise semble plus grave car au fil des semaines, les revendications des manifestants ont évolué. Après l'arrêt du ramassage des ordures et les problèmes sanitaires que cela entraîne, les protestataires ont dénoncé les coupures fréquentes d'eau courante et d'électricité, puis l'immobilisme politique actuel. Tout cela dans un contexte sécuritaire dégradé en raison notamment de la crise syrienne et de l'afflux de près d'1,5 million de réfugiés syriens. Charbel Nahas, bonjour. Bonjour. Économiste, ingénieur polytechnicien, ancien ministre libanais des télécommunications, puis du travail jusqu'en 2012. En quoi cette crise des déchets vous semble-t-elle différente des précédentes ? Cette crise des déchets est un révélateur de beaucoup de choses. Le ramassage des déchets, le traitement a été mis en place au cours des années 90 d'une manière totalement illégale puisque la responsabilité de ce type d'activité incombe aux municipalités. Les élections municipales n'avaient pas eu lieu depuis 1963 et par conséquent, il y a une caisse qui s'appelle la caisse autonome des municipalités dans laquelle l'État verse les parts de différentes taxes qui reviennent aux municipalités. Les municipalités étant déliquescentes, le Conseil des ministres a décidé d'utiliser ces fonds-là, qui sont des fonds propriété des municipalités, pour passer un contrat avec une société privée et la charger donc de traiter les déchets pour le compte des municipalités sans que ces dernières ne soient au courant ni même avisées. Et ce contrat a été reconduit périodiquement jusqu'en 2014. Et là, il y a eu un changement qui découle principalement, cette société présentait des avantages pour l'équipe des politiciens en place, puisqu'elle leur assurait différents services, des financements divers, etc. Le coût étant particulièrement élevé, comparé aux normes internationales, on est au double. Bon, tout cela se passait gentiment, jusqu'au moment où les revenus nécessaires pour entretenir les appareils des chefs politiques se sont un peu taris du fait de la baisse du prix du baril de pétrole à $40 et des dépenses militaires par les différents pays du Golfe. Donc ces chefs politiques ont convenu de changer le mode opératoire et de passer d'une coopérative, si vous voulez, qui était cette société qui les desservait un peu tous les uns les autres, à un partage du territoire en 6 zones, chaque zone correspondant au fief d'un de ces féodaux. Et dans ce fief-là, donc, une entité spécifique, évidemment proche du patron du coin, serait en place et desservirait donc la région et servirait les intérêts du chef. Il y a eu un micmac assez complexe. Tout cela étant parfaitement illégal, évidemment. Le gros du paquet, le beurre, si vous voulez, se trouve dans Beyrouth. Et Beyrouth étant dense, donc il fallait trouver des décharges à l'extérieur. Et là, les différents patrons des zones limitrophes de Beyrouth ont essayé de faire pression pour qu'ils aient une part non seulement dans leur zone, mais aussi à Beyrouth. Et ce marchandage a fait que l'appel d'offres a dû être reconduit 3 fois, le temps que les arrangements soient faits. Et puis, ils ont abouti à un partage. Ça a été annoncé le 24 août. Le soir, ils ont annoncé que les parts étaient distribuées. Et le lendemain matin, les mêmes ont dénoncé
cet appel d'offres comme étant un scandale. Un des moyens de pression a été de fermer la décharge existante. Donc, c'est une sorte de chantage, si vous voulez, entre chefs mafieux qui n'ont pas pu contrôler, et ça a dégénéré jusqu'au point où, maintenant, depuis 4 mois, les ordures ménagères sont ramassées et sont balancées un peu n'importe où, dans les cours des ruisseaux, dans les forêts, entassées, juste qu'on les voit pas. Si vous voulez. Alors, les initiatives citoyennes qui appellent à manifester depuis déjà 4 mois, donc, s'appellent à la rue, nous demandons des comptes, ou encore dégagés. Est-ce qu'on peut les comparer au mouvement Podemos en Espagne ou Syriza en Grèce ? La question de la légitimité des actions gouvernementales n'est plus à l'ordre du jour au Liban. Nous n'avons plus d'élections, 10 ans sans budget. Les différents chefs, les différents féodaux n'arrivent pas à s'entendre. Ils s'entendent sur rien. L'affaire des déchets était le révélateur. Et il est normal que l'ensemble des récriminations que les gens avaient avalées, si vous voulez, durant les années passées, sont arrivées à échéance tout ensemble avec les déchets. Donc les différents intitulés des campagnes ne sont pas du tout surprenants à ce niveau. Les manifestations ont eu lieu d'abord pour demander la démission du ministre de l'Environnement. Fin de non-recevoir, il y a eu une grève de la faim, fin de non-recevoir, et l'affaire continue. Il est apparu donc que les initiatives, si vous voulez, citoyennes, en termes de manifestations, en termes de réclamations, ne pouvaient pas aboutir. Et là, c'est un tournant important, si vous voulez. Qu'est-ce qui fait finalement qu'un responsable politique se trouve sensibilisé à des manifestations ? Il se trouve sensibilisé si jamais il compte se représenter, s'il y a une opinion publique. Dès le moment où on a annulé tout ce mécanisme, ça ne sert plus à rien de réclamer quoi que ce soit. Et là, il y a un tournant qui consiste à essayer d'amener à une fédération de ces campagnes d'autres groupes politiques. Il y a aussi des ordres professionnels, des syndicats. Donc, à essayer de fédérer cette galaxie complexe dans un mouvement politique, puisque le mouvement revendicatif, si vous voulez, n'a aucune chance d'aboutir. Un enfant, quand il pleure, sa mère lui répond parce qu'elle se sent concernée. La voisine s'intéresse pas beaucoup. Un patron d'entreprise réagit à une grève en négociant parce que il y a un intérêt commun, les profits et les salaires. Mais si jamais il n'y a rien de commun, donc là, il se passe rien. Et là, c'est un défi. Ce seuil-là est en train d'être attaqué. Et les travaux pour faire émerger un mouvement politique à partir de cette expérience qui dure maintenant depuis 4 mois sont tout à fait à l'ordre du jour. Je dirais plus dans une formule qui ressemblerait à Podemos qu'à Syriza. Ce ne sont pas des scissions, si vous voulez, d'organisations politiques existantes. Voilà ce qui se passe actuellement. Ce mouvement qui émerge semble être étranger à la partition confessionnelle, notamment, sur laquelle est basé le Liban. Est-ce que ça pourrait justement mettre à mal ce système, et est-ce que c'est ça la solution ? Si vous voulez, l'establishment politique au Liban a émergé de la guerre civile par une association entre les chefs de milice et quelques milliardaires du Golfe. Le marchandage fondateur a consisté à ce que les milices se désarment et en contrepartie, elles mettent la main sur une partie des structures étatiques, des structures publiques, et que des ministères ou des directions générales ou des entreprises publiques se trouvent explicitement assignés à tel ou tel chef qui désigne les responsables, et par conséquent, le clientélisme est institutionnalisé et l'État est partagé suivant ces lignes-là. C'est ce qui nourrit le sentiment communautaire. Il ne vient pas le sentiment communautaire d'inspiration philosophique quelconque. Il est tout à fait matériel et visible. Donc, cette structure ne peut fonctionner d'une manière souple que si les conflits inhérents à sa logique en termes de partage du gâteau sont soumis à un arbitre. Or, l'arbitre, tant que l'ordre régional rapprochait les Saoudiens et les Syriens, l'arbitre, c'était les services de renseignement syriens qui, chaque fois qu'il y avait un accrochage entre deux chefs libanais, trouvaient la solution et l'imposaient. Quand l'arbitre a été renvoyé du terrain, les joueurs se sont mis à se taper les uns sur les autres et le système s'est totalement grippé, si vous voulez. C'est que, à part les effets politiques et sociaux néfastes d'un tel système,
il y a eu une aggravation qui a révélé tous les problèmes antérieurs et qu'il est tombé en panne, si vous voulez. Parce qu'on peut avoir un système qu'on désavoue, mais qui fonctionne. Là, il est en panne. Donc, la question que vous posez, c'est que ce mouvement est clairement en dehors de cette logique. Et c'est un mouvement donc laïque, c'est un mouvement qui est, si vous voulez, pour rendre les choses simples, qui cherche à restaurer un état de droit au Liban qui a disparu depuis 30 ans. Il est évident que cela ne suffit pas pour démonter les liens de clientélisme qui existent, mais ce système existant est déjà tellement fragile qu'une force qui est étrangère à sa logique est tout à fait suffisante pour en perturber le déroulement normal. Et c'est l'objectif, notamment à travers la pression pour imposer la tenue d'élections législatives sur la base d'un système, d'un mode électoral qui ouvre le jeu et qui ne soit pas basé sur le découpage préalable sur base confessionnelle des régions de manière à assurer le succès des candidats du système lui-même. Et vous-même, Charles Belnahas, comment vous positionnez par rapport à ce mouvement ? Moi, je fais partie de nous avons participé avec beaucoup de gens, évidemment, à tout ce processus. J'espère que ce développement, donc le passage à la constitution d'une force politique influente, pourra aboutir dans un délai raisonnable. Et cela aussi a un intérêt au niveau régional, si vous voulez, parce que ce qui se passe au niveau de la région, on l'a vu au niveau de l'Irak et on en parle de plus en plus à l'horizon de la crise syrienne, c'est précisément de mettre en place dans ces différents pays un régime comme celui que le Liban a subi pendant 30 ans, donc une féodalisation communautaire. Donc ce qui se passe au Liban, par-delà l'aspect déchets, etc., est annonciateur d'une possibilité de dépassement de ce qui est en train de se construire dans les différents pays de la région. Le Liban a connu sa guerre civile avant les guerres civiles irakiennes et syriennes, 20 ou 30 ans avant. C'est une expérience qui peut avoir une portée régionale sérieuse. Il y a eu d'ailleurs quelques signaux en Irak de mouvements de ce genre contre l'emprise des féodalités communautaires. Nous pouvons espérer raisonnablement que la portée régionale de ce mouvement sera significative. Merci Charles Belnahas, ancien ministre libanais des télécommunications et du travail. C'est moi qui vous remercie. Pour nous écrire, orient.hebdo@rfi.fr. Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Boutchanti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre. Bonjour. Bonjour Michel. Bonjour. Michel, des extrémistes juifs impliqués dans l'incendie criminel en Cisjordanie qui avait coûté la vie à une famille palestinienne ont été arrêtés. Oui, c'est une information qui couve depuis plusieurs jours, mais qui n'a pas officiellement été publiée, ce qui donne lieu à une vague de rumeurs. Mais la presse israélienne de ce week-end indique que plusieurs suspects ont été arrêtés par le Shin Bet, le service de sécurité intérieure, pour le meurtre des membres de la famille Dawabshé dans le village de Douma, en Cisjordanie. Alors, selon Haaretz, les personnes détenues étaient fichées comme dangereux bien avant l'incident criminel de Douma. Ils observent le silence. Leurs avocats, selon l'ensemble des journaux, parlent de conditions de détention illégales et même inhumaines. Ils n'ont pas été autorisés à voir leurs défenseurs pendant près de 8 jours. Il s'avère, affirme un des avocats, qu'en Israël, on peut faire disparaître des gens. Autre titre, Hussein Dawabshé, le doyen de la famille décimée par l'incident criminel, espère que ces arrestations mèneront aux auteurs de l'attentat. Yediot Aharonot montre les photos pixelisées de 3 des suspects. On ne discerne en fait que leur kippa et leur papillote. Réseau clandestin 3e génération, titre le journal. Un éditorialiste estime cependant qu'il manque un maillon de la chaîne et ce n'est pas étonnant qu'il a fallu 4 mois pour arrêter des suspects dans cette affaire. Marie fait remarquer que l'on est encore bien loin d'actes d'accusation. Et toujours dans Maariv, Michel a un sondage à retenir. Oui, c'est toujours le Likoud qui est mené par Binyamin Netanyahou qui est en tête. Il marque même des points depuis les dernières élections. Le principal parti d'opposition, l'Union sioniste, elle, est en perte de vitesse. À droite, le parti d'Avigdor Lieberman, secoué par des scandales financiers, gagne du terrain. Même chose pour le parti centriste Yesh Atid. La nouvelle formation du ministre des Finances, Moshe Kahlon, s'effondre. En bref, Eric, pas de changement visible pour le proche avenir, en tout cas,
pour la coalition gouvernementale israélienne. Alexandre, c'est la Syrie qui fait la une des journaux arabes avec l'entrée en guerre des Britanniques, mais aussi la réunion de l'opposition prévue en Arabie Saoudite. Oui, et une chose est certaine, c'est que la presse arabe n'est pas très impressionnée par l'entrée du Royaume-Uni en guerre contre Daesh, l'acronyme arabe du groupe État islamique. Alors pour les éditorialistes, il s'agit d'une participation symbolique, puisque elle ne changera pas vraiment l'équilibre des forces. Certains font même dans le sarcasme en soulignant que les avions de la coalition devront se méfier des chasseurs anglais qui conduisent à gauche. Les journaux publient aussi de multiples témoignages dramatiques faits par des rescapés des régions sous le contrôle de l'État islamique et ils mettent notamment en garde contre le lavage de cerveau qui s'opère dans les écoles. Et puis plusieurs articles sur la conférence de l'opposition syrienne qui doit se tenir en Arabie Saoudite, une conférence qui devrait réunir plus de 100 représentants des très nombreuses factions de l'opposition non djihadiste. Également, Alexandre, la situation en Libye après la proclamation de Sirte comme capitale du groupe État islamique. Oui, le groupe État islamique a décrété Sirte capitale de la wilaya de Libye, une des provinces du califat islamique autoproclamé. Le groupe s'est même livré à une parade militaire selon la presse et a fêté la première promotion des soldats du djihad. Une situation qui inquiète de nombreux éditorialistes de la presse de Tunisie et d'Égypte, deux pays qui constituent des cibles potentielles pour les djihadistes de Libye. Les éditorialistes se demandent pourquoi l'Occident semble se désintéresser de ce problème qu'il a créé par son intervention militaire. La Libye est pourtant beaucoup plus proche de l'Europe occidentale que la Syrie, s'étonne un analyste. Alors dans le quotidien Haaretz, Michel Paul, une étude sur la langue arabe en Israël. Éric, il s'avère que les juifs israéliens ne comprennent pas l'arabe. 10% seulement sont capables de comprendre un texte en arabe. 40% des Israéliens pensent cependant que l'étude de l'arabe doit être obligatoire depuis le jardin d'enfants. 50% estiment que l'arabe doit continuer à être une langue officielle du pays. Ce qui est inquiétant d'après cette étude, c'est que la tendance à la baisse pour ce qui est de la connaissance de la langue arabe se poursuit et s'intensifie même de manière soutenue. Et puis encore deux affaires de mœurs qui intéressent vos journaux, Michel. Dans les deux cas, ce sont des affaires de harcèlement sexuel. Alors toujours cette affaire de député, l'ancien journaliste accusé par plusieurs femmes d'attouchement illicite et qui finalement a été contraint de présenter sa démission du Parlement. Et puis aussi le chef d'une unité d'élite de la police, surnommé le FBI israélien, qui a été mis à pied après avoir été accusé de harceler des femmes sous ses ordres. Dans les deux cas, il pourrait y avoir des suites judiciaires. Alexandre, la presse égyptienne consacre ses gros titres aux résultats des élections législatives qui doteront le pays d'un parlement avant la fin de l'année. Oui, ça sera le premier parlement depuis 2012, quand l'Assemblée avait été décrétée anticonstitutionnelle par la Haute Cour. Depuis lors, l'Égypte a vécu à coup de décrets présidentiels, que ce soit sous Mohamed Morsi, Hadi Mansour ou actuellement Abdel Fattah el-Sisi. Des élections qui n'ont pas dégagé de majorité capable de former le gouvernement, comme le stipule la nouvelle constitution. En effet, sur les 555 députés élus, 317 sont des indépendants et 238 sont issus de 20 partis différents. Le premier parti, Al-Masriyoun al-Ahrar, les Égyptiens libéraux, ne dispose que de 65 sièges, rien qui puisse remettre en question les prérogatives du président Sisi ou laisser augurer d'un puissant parti d'opposition. On conclut, Michel, avec votre photo du jour. Eh bien, après 5 mois de rebondissements et d'autres coups de théâtre, finalement un nouveau chef pour la police israélienne, Roni Al-Sheikh, a pris ses fonctions. Il s'est présenté lors de la cérémonie avec des béquilles, car il s'était cassé la jambe. Comme cela a-t-il dit, je n'ai pas d'autre choix que de débuter du pied droit dans mes nouvelles fonctions. Merci Michel, merci Alexandre. À la réalisation François Porcheron. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur le site de la radio www.rfi.fr ainsi que sur notre page Facebook. Bonne semaine, à samedi prochain. Tout de suite, un nouveau journal sur RFI. Musique du monde.